Pour en venir à votre second ouvrage, Écrire contre la modernité, qui est, vous y traitez d'un certain nombre d'auteurs et vous avez introduit le tout par une étude sur la philosophie des Lumières. Pour vous, est-ce que vous pourriez dire brièvement ce qu'est pour vous la modernité et qu'ont en commun des gens que vous traitez qui au premier abord ne semblent pas en avoir? Je pense à André Grosz ou Walter Benjamin, Slavoj Žižek, Michéa et quelqu'un comme Tocqueville ou comme Péguy. Alors, je crois que la modernité, c'est fondamentalement la croyance au progrès, à la fois au progrès des outils de l'homme, mais aussi au progrès de l'homme lui-même, et à la possibilité d'aller vers le bonheur. Je crois que c'est la possibilité de conquérir le bonheur par une analyse rationnelle. Voilà. Donc, je pense que assez fondamentalement, le projet moderne, c'est ça. C'est une sorte de projet de perfectibilité quasi infinie de l'homme. Hein, aussi, c'est une conséquence de maîtrise de plus en plus grande, et là aussi infinie, de la nature par l'homme. Voilà. Donc, je pense que ce projet moderne se heurte de plus en plus à deux objections. Hein. D'une part, la nature n'est pas indéfiniment et totalement transformable, et notamment les ressources naturelles ne sont pas indéfiniment reconstituables. Il y a des limites aux ressources naturelles. En d'autres termes, pour le dire très simplement, nous vivons dans un monde fini, ce qui ne veut pas dire dans un monde stable. C'est un monde qui peut se métamorphoser, qui peut changer, qui ne cesse de changer, qui n'a cessé de changer. Par exemple, sans doute, de connaître un réchauffement climatique, en tout cas des mutations climatiques, mais c'est fondamentalement un monde fini. Donc ça, c'est une première objection, me semble-t-il, au projet moderne. La seconde, qui est peut-être même encore plus fondamentale, c'est que l'homme lui-même n'est pas métamorphosable à l'infini et dans n'importe quel sens. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il y a des constantes dans la nature humaine. L'homme, certes, se produit et se reproduit lui-même par ses actes, par ses outils. Bien entendu que l'homme façonne son esprit en fonction de ses pratiques. Hein, c'est assez marxien d'ailleurs comme point de vue. Néanmoins, tout n'est pas possible. Ça, c'est, je pense, la deuxième objection fondamentale qu'on peut faire au projet moderne. Tout n'est pas possible, les hommes ne sont pas des femmes, les enfants ne sont pas des adultes, tout n'égale pas tout. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose que le projet moderne et néo-moderne actuel, ou hyper-moderne actuel, oublie complètement. Et je crois qu'il faut le rappeler. En d'autres termes, je plaide pour une pensée des limites de la mesure par rapport à une pensée de la démesure. Je plaide pour la phronésis contre l'hubris, en d'autres termes. Ce qui est étonnant dans ce recueil à la fois de portraits et d'analyses, c'est le caractère extrêmement divers des auteurs qui sont présentés. Soit des auteurs qui sont quasiment uniquement commentés à gauche, je pense à André Grosz, des auteurs qui sont là pour le coup très peu commentés, je pense à Françoise Dastour, en dehors de certains cercles proches des heideggeriens, il n'y a pas énormément de commentaires. Les auteurs inclassables comme Tocqueville ou comme Nietzsche, que Tocqueville, il y a une lecture légitimiste, une lecture libérale, une lecture républicaine de Tocqueville.
et de voir des gens comme Zizek, comme Michéa, donc c'est-à-dire là pour le coup des gens, des hommes existants, ils sont en plus relativement jeunes pour des philosophes encore, moins. Et quel a été votre fil conducteur, qu'est-ce qui vous a fait choisir ces auteurs-là? Alors, en fait, tous ces auteurs rappellent la limite de l'homme, le fait qu'il n'y a pas de malléabilité indéfinie de l'homme, donc ça me paraît fondamental. Pour un certain nombre d'auteurs contemporains comme Zizek ou Michéa, ce sont en fait à certains égards, alors, surtout dans le cas de Michéa, des gens d'une certaine gauche, mais qui critiquent une autre gauche, c'est-à-dire qui critiquent l'idéologie du progrès, au nom d'une amélioration mesurée, raisonnée et raisonnable de la condition de l'homme concret, c'est-à-dire en refusant la fascination du progrès, qui est en fait une fascination du toujours plus, qui renvoie dans toute une tradition que critiquent précisément Michéa et Zizek. En fait, ce qu'ils critiquent, c'est une certaine tradition de gauche qui fondamentalement croit au bienfait de la quantité et au bienfait du productivisme. Donc là, il y a un refus de l'idée que le nouveau est toujours mieux, que plus est toujours mieux, etc. Donc ça renvoie d'ailleurs un petit peu aux théories de la décroissance, ou plutôt, moi je n'aime pas trop le terme décroissance, mais je dirais plutôt des accroissants, hein, pour reprendre un terme utilisé par Serge Latouche, les accroissants, ou tout simplement les objecteurs de croissance. Je crois que c'est certainement le meilleur terme. Les gens qui considèrent que la croissance, eh bien, il faut voir au cas par cas, mais que plus n'est pas toujours mieux. Ça ne veut pas dire que moins soit toujours mieux, bien entendu. Voilà. Ce recueil, vous le faites précéder d'une étude sur la philosophie des Lumières qui est quand même très atypique. C'est déjà vous segmentez par nationalité le mouvement des Lumières, ce qui se fait très très peu dans l'étude. Il y a les Lumières, à la rigueur il y a les Lumières et l'Aufklärung. Bon, on spécifie un petit peu dans le modèle allemand, mais là, vous revenez sur ce qu'on appelle les Lumières écossaises, les Lumières italiennes. Donc vous pouviez nous en dire un peu plus, c'est un point de vue qui est rarement présenté. Oui, les Lumières écossaises sont d'ailleurs peut-être finalement les plus fondamentales, les plus fondatrices au plan philosophique. Ce que j'ai voulu montrer, c'est l'hétérogénéité des Lumières, le mot de Kant, hein, oser savoir, est le courage de te servir de ton propre entendement. Tout de même, Héraclite avait dit quasiment la même chose. Donc, je ne crois pas que la catégorie des Lumières soit à retenir complètement, si par exemple on y inclut Rousseau, qui me paraît à beaucoup d'égards un héritier de Sparte, une Sparte assez mythifiée d'ailleurs, mais qui ne croit pas au progrès. Donc, s'il y a malgré tout une unité des Lumières, c'est, je pense, dans l'idée émise par la métrique, qui a au moins le mérite de la cohérence, que la seule question digne d'intérêt, c'est la question du bonheur ici-bas et non pas du bonheur futur. Bon, alors ça, évidemment, ça veut dire qu'il n'y a qu'une vraie vie, c'est la vie d'ici et de maintenant. Donc ça, on peut donner acte à la maîtrise de la pertinence de ce point de vue. Par contre, on peut se demander si ça doit se poser en termes de bonheur. On pense au mot de Saint-Just, le
bonheur est une idée neuve en Europe qui, effectivement, est dans la continuité de cette branche, en quelque sorte, radicale des Lumières, qui était celle de la Métrie, mais aussi de d'Holbach, hein, de pointe un peu extrême et radicale des Lumières, la Métrie et d'Holbach. La question de vouloir faire le bonheur, fondamentalement, amène au totalitarisme. Hein. Ça, je crois que ça renvoie, je dirais, à la nature fondamentalement dangereuse et totalitaire du projet moderne. Vouloir faire le bonheur des hommes, c'est fondamentalement penser qu'il y a une solution type et qu'en l'appliquant de force, eh bien, les hommes seront heureux. Ça, c'était notamment l'utopie du communisme soviétique. Hein, donc, c'est du totalitarisme. Je crois qu'à ça, on ne peut qu'opposer un certain scepticisme tocquevillien. Alors, ça ne veut évidemment pas dire qu'il ne soit pas nécessaire de se fixer des objectifs en termes de bien commun. Bien sûr qu'il faut se fixer des objectifs de bien commun, des objectifs d'amélioration ponctuelle. Simplement, là où l'imposture commence, c'est quand on parle du bonheur d'une société. Parce que là, effectivement, tout est possible au nom d'un idéal aussi fort que le bonheur. Et donc là, c'est évidemment extrêmement dangereux. On pense, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est quand on voit les auteurs anciens, je pense à Montaigne ou Pascal, ou récents, donc on les a nommés, ou alors morts relativement récemment, je pense à Sioran que vous traitez, ou donc des gens comme Michéa, comme Zizek et autres. Parce que par cet éclectisme, vous posez implicitement la question de la pensée transcourant, de la pensée par-delà droite et gauche, disait écrivait Arnaud Imatz. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous êtes, avec vos différents écrits philosophiques, Inventage de la modernité avant liquidation, et d'autres, dont vous faites objectivement partie. Est-ce que pour vous, c'est un mouvement qui n'est appelé qu'à être un mouvement de nostalgie, de témoignage, ou est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui se passe dans les idées aujourd'hui qui peut permettre à cet aspect transcourant de trouver, disons, une nouvelle voie d'accès, peut-être pas encore aux faits politiques, mais du moins, disons, à une pénétration plus grande dans les esprits, comme à l'époque des non-conformistes ou autres. Alors, je crois que vous avez raison, Pierre-Yves Rougeron. Moi, je suis très attaché à essayer de penser les choses à la fois avec le meilleur de la droite et avec le meilleur de la gauche. Je préfère cette position à la position dite ni droite ni gauche. Je pense fondamentalement que dans la situation actuelle depuis plusieurs décennies, le meilleur de la gauche n'a certainement pas grand-chose à attendre de la gauche officielle, enfin de la gauche au pouvoir, et le meilleur de la droite, certainement pas grand-chose à attendre non plus de la droite quand elle est au pouvoir, de la droite qui domine, quoi, en quelque sorte, la droite parlementaire, voilà, de celle qui occupe les plateaux télé, voilà. Donc, il y a un certain nombre de gens qui se pensent très clairement au-delà de la droite et de la gauche, c'est très bien, mais il y a aussi des gens qui se pensent de gauche pour des raisons nobles, faire revaloriser le travail, par exemple, une aspiration profonde et sincère à la justice sociale. Je ne pense pas que ces gens ne puissent ne pas être déçus par la gauche au pouvoir. De même, les gens qui sont de droite, en un certain sens du mot droite, sens des responsabilités,
sens des valeurs traditionnelles, ils ne peuvent aussi qu'être déçus par les différentes expériences de la droite au pouvoir. Donc je pense fondamentalement qu'effectivement, il faut penser, il faut être de droite et de gauche en même temps. Prenons quelqu'un comme Jean-Claude Michéa. Il me semble que par son refus des illusions du progrès, on peut dire qu'il est de droite. Par son attachement à une décence commune, c'est-à-dire à ce que l'argent soit mis au service du bien commun, ne s'étale pas de manière outrecuidante, de manière excessive, de manière insolente quand d'autres sont dans la misère. Par cet aspect-là, on peut le classer à gauche. Donc, il est des deux côtés à la fois. Et je pense que les gens intéressants sont finalement dans ce cadre-là. En outre, on sait très bien que les choix historiques sont complexes. On sait très bien que quelqu'un comme José Antonio Primo de Rivera aurait pu peut-être basculer du côté républicain, que son basculement du côté du camp qui est devenu franquiste. Enfin, il n'a pas vraiment eu le temps de voir longuement cette évolution, puisqu'il a, comme on le sait, été fusillé, n'était pas forcément donné d'avance. Les parcours sont très complexes. Mussolini aurait pu rester un socialiste révolutionnaire léniniste. Il aurait d'ailleurs, à beaucoup d'égards, été tout aussi critiquable, pour d'autres raisons, qu'en devenant fasciste. Donc, les choses ne sont pas simples, et je pense que, effectivement, la grande faiblesse de toute la pensée dominante française actuellement, c'est vraiment de vouloir classer les gens de manière absurde en droite et gauche, et très souvent pour de mauvaises raisons. Prenons par exemple, à chaque fois qu'un courant de gauche parle de la nécessité de prendre en compte l'insécurité, on lui dit qu'il dérive à droite, comme si l'insécurité ne touchait pas finalement plus les gens du peuple que les gens qui ont les moyens de vivre dans une résidence sécurisée. Donc on ne voit pas en quoi l'insécurité sera un thème de droite. C'est du totalitarisme intellectuel que de défendre ça. Voilà. Et quant à des personnages comme Charles Péguy, on sait très bien qu'il a été socialiste avant de devenir nationaliste, tout en gardant un certain attachement à un certain socialisme, une certaine image du socialisme. Il a été proche de Jaurès avant de dire pique-pendre de Jaurès, avec quelques excès d'ailleurs. Voilà. Et de même, quelqu'un comme Slavoj Žižek peut-il être réduit aux catégories de gauche? Il se dit sans doute plutôt de gauche. Il n'est pas du tout héritier d'une culture de droite, c'est assez clair. Mais néanmoins, la gauche, mais quelle gauche? Enfin, quand on voit que la gauche n'a absolument pas freiné le déploiement du libéralisme à l'échelle mondiale, et même en a été parfois le cœur, hein, puisqu'on sait très bien, notamment en France, que la dérégulation, c'est quand même avant tout pendant l'époque Mitterrand qu'elle commence à devenir le credo, hein, à devenir la ligne dominante, hein, la désintermédiation financière, le fait que l'État se dessaisisse de plus en plus des moyens qu'il avait potentiellement en ses mains, voilà. Et ça, au nom d'une certaine tradition de gauche, d'ailleurs, qui était la valorisation de la société civile par rapport à l'État. Sauf que cette société civile, c'est devenu en fait essentiellement le monde de la finance. On disait, il faut laisser respirer la société civile, il faut que l'État se fasse plus petit, plus modeste. Voilà ce qu'a dit une certaine gauche, la deuxième gauche notamment. Deuxième gauche, c'est-à-dire les courants Rezon-Vallon, Michel Rocard sur un plan plus politique. Voilà, et ça a donné quoi? Laisser respirer les sociétés civiles, c'était laisser respirer
la haute finance, l'argent roi. Donc, pour analyser ça, effectivement, il ne faut pas être obsédé par la question qui est à gauche. Il faut à chaque fois cribler les choses et dire gauche, mais quelle gauche? Droite, mais quelle droite? Voilà. Et c'est pour ça que je n'hésite pas à dire, moi, de gauche, bien sûr que je suis de gauche, de droite, bien entendu, je suis aussi de droite. Les deux.